aujourd'hui, c'est l'occasion de faire un point sur un peu la littérature et puis les controverses dans la littérature, comme on a parlé Philippe juste avant, et puis après 2 ans d'histoire de pandémie Covid, et puis de voir qu'est-ce qui est scientifique et pas scientifique. Et déjà, on peut commencer par se demander, quand on voit dans les règles de YouTube, donc les informations incorrectes concernant le Covid-19, les contenus qui affirment que l'hydroxychloroquine constitue un traitement efficace contre le Covid-19 sont des informations incorrectes, on peut quand même se poser la question. Donc depuis le début de la pandémie, à notre connaissance, aucun moyen de prévention n'a montré une efficacité à 100%, aucun moyen de traitement n'a montré une efficacité à 100%, donc on peut regarder quand même les études et les discordances entre les études. Donc comme on en a parlé, c'est le bon traitement au bon moment, la bonne dose selon sa situation particulière, selon la connaissance de la maladie, et la maladie change au cours du temps aussi pendant le Covid. Donc là, on a revu la littérature très récente, notamment sur hydroxychloroquine et Covid-19. Il y a notamment des sites qui sont très bien faits comme c19study.com. Et il y a un déni conscient qui persiste. Ça, c'est une étude de pharmacopée qui a été publiée en mars 2022 sur tout un État au Canada. Donc, ils ont regardé quelles étaient toutes les drogues qu'avaient les patients et l'effet que ça avait sur le fait qu'il puisse survenir un Covid sévère. Donc on parle de 26 000 cas, 2,3 millions de contrôles. Donc les résultats sont publiés et les auteurs concluent qu'on a identifié des médicaments associés à moins de Covid sévère comme les statines, les bêta-bloquants, l'évétiracétam qui est un antidépresseur, la fluoxétine et la digoxine. Et ils ne mentionnent absolument pas l'hydroxychloroquine alors que quand même c'était une drogue candidate qui a été beaucoup discutée. Donc on ne s'est pas arrêté à l'abstract, on est allé voir un petit peu dans les résultats, tout simplement dans la figure du papier. Et on voit dans la figure du papier que sur tous ces patients, le simple fait d'avoir de l'hydroxychloroquine avait un effet protecteur. Et cet effet protecteur était équivalent à celui de la fluoxétine qu'ils ont discuté dans leur papier, alors qu'ils ne parlent même pas d'hydroxychloroquine. Donc, quelque part, on peut se demander comment ça se fait qu'ils traitent avec une asymétrie, la fluoxétine d'un côté, la chloroquine de l'autre. Ici, j'ai représenté les flèches qui représentent des médicaments qu'on va retrouver dans les listes de médicaments qui allongent le QT. C'est-à-dire c'est des médicaments qui ont une cible similaire. On retrouve le Sotalex, le Sotalol, l'évétiracétam, la fluoxétine, la chloroquine et la paroxétine. Et déjà, on voit qu'il y a peut-être une asymétrie dans la considération des données. Alors, on avait revu la littérature dès le début de la pandémie. On avait publié une méta-analyse avec les toutes premières études. On avait d'emblée identifié des facteurs prédictifs qui pourraient expliquer pourquoi des études disent qu'il y a un effet favorable et des études disent qu'il n'y a aucun effet. Et on avait identifié d'emblée le fait qu'il y ait des études qui soient de big data, c'est des études donc déconnectées du patient contre les études cliniques, la présence d'un conflit d'intérêt donc déclaré tout simplement, quand on a une demi-page voire une page de conflit d'intérêt avec plein d'entreprises pharmaceutiques qui peuvent avoir un conflit d'intérêt, et l'absence de traitement détaillé. Donc ça remonte à 2020 et c'est ça qu'on avait publié. Donc il y avait un article qui a depuis été rétracté ici. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'en 2022, est-ce que ça a changé? On avait publié un deuxième article à l'hiver 2021 dans un journal donc, au Nigeria, puisqu'on n'avait pas pu le publier nulle part ailleurs dans des maisons d'édition habituelles, où on retrouvait le conflit d'intérêt potentiel comme il multipliait par 9 la probabilité que l'étude considérée ne conclut pas à un effet bénéfique de la chloroquine. On avait traitement toxique, donc comme on en a parlé tout à l'heure, on va dire à plus de 1 gramme par jour, plus de 1 gramme 2 jusqu'à 2 grammes 4, qui était un prédicteur parfait, et les entreprises de gestion de données, comme il y avait eu pour surgsphere.com, qui étaient des prédicteurs. Au jour d'aujourd'hui, donc ça c'est ce site-là, c19htq.com, qui collecte un peu toutes les études, il y a un peu de tout effectivement, il faut faire le tri après, mais il y a plus de 300 études qui ont été incluses là-dedans, donc ils font une approche plus ou moins de méta-analyse, mais nous on aime bien aller relire en détail les articles, les données supplémentaires, et essayer de comprendre. Mais est-ce qu'il y a encore en 2022 des études publiées aujourd'hui qui concluent qu'il y a une efficacité de la chloroquine ou de la bithérapie, ou simplement c'était en 2020 qu'on trouvait des études favorables et puis maintenant c'est fini, tout le monde est bien d'accord, on ne publie plus d'études avec un effet favorable. Alors j'ai pris quelques exemples avant de passer aux résultats de méta-analyse qui sont parfois juste des tableaux, mais Cameroun, donc c'est publié en mai-juin 2022, donc c'est tout récent, c'est en Afrique, c'est pas une équipe qui travaille directement avec nous, il n'y a pas de conflit d'intérêt avec nous sur cette équipe. Et dans cette étude, donc, il y a 700 patients.
Ils vont retrouver les anticoagulants, et ça, depuis, il y a quand même un consensus sur l'effet bénéfique des anticoagulants, donc ça permet quelque part de valider cette étude, et ils vont conclure qu'il y a quand même un risque de décès qui est diminué par 40%, avec un effet significatif au Cameroun, publié en 2022, encore actuellement. Ici, donc, un autre article, Burkina Faso, publié dans un journal qui s'appelle International Journal of Infectious Diseases, et pour nous, ça, c'est un journal qui est intéressant dans toute cette histoire, parce que la cohorte des 10 000 qui a été présentée par Philippe Broucky a été soumise, acceptée. J'ai corrigé les épreuves éditoriales pour ce journal, et le journal a finalement refusé de publier cette étude, donc il n'y a pas de conflit d'intérêt avec ce journal. Et pour autant, ils vont publier en 2022 une équipe complètement indépendante à l'IHU, du Burkina Faso, avec lequel on n'a pas du tout travaillé, et qui va retrouver donc un adjust odds ratio à 0,20, qui est significatif sur la mort. Donc, dans cette étude, risque de mortalité divisé par 5, dans une étude publiée dans un bon journal reconnu en maladies infectieuses. Ça, c'était les graphiques qui étaient présentés dans cette étude-là. Ici, ça c'est particulièrement au Sénégal. Sénégal, c'est Moussa Seydi, qui est un chef de service d'un institut qui vient d'être monté, où ils ont développé des Isolation and Treatment Center. Donc, il y avait 4 centres d'isolement et de traitement qui ont été développés, et c'est un modèle qui est pour l'instant dans l'Occident pas très développé, puisque les centres de traitement ambulatoires, il n'y en a pas. À ma connaissance, il n'y en a pas eu d'autres qu'à l'IHU en France, alors qu'en Afrique, ils ont vraiment l'habitude de développer ces centres-là, même avec des tentes, quand il y a des épidémies, et puis quand il n'y a plus d'épidémies, ils les ferment. Là, ils ont pris 4 centres. Ils ont publié ça, donc c'était un peu avant, en 2021. Et ici, au départ, c'était sur le statut clinique. Donc c'était le fait de sortir vivant à 15 jours contre le fait d'être toujours hospitalisé. Et ils trouvaient qu'on augmentait le risque de sortir vivant de l'hôpital. Je leur avais demandé, pour pouvoir faire ma méta-analyse, d'avoir les chiffres sur la mortalité, puisque comme vous le savez, on regarde, nous, que les morts ou pas morts, parce que le fait de toujours être hospitalisé, c'est quand même pas pareil que le fait d'être mort, ou même d'être en réanimation. Et ils m'avaient envoyé, donc très gentiment, ils ont refait toutes leurs analyses, uniquement sur la mortalité, et quand on regarde uniquement le décès en multivarié, ils avaient une réduction du risque de décès par 5. Donc là, c'est encore une fois une équipe avec laquelle on ne travaille pas. C'est pas voilà. Et ils avaient fait un autre modèle qu'on appelle un modèle de propensity. C'est sur les mêmes données. Et donc, la bithérapie multipliée par 5, le fait de ne pas être mort à 15 jours. Donc, l'équipe de Moussa Seydi. Un autre article, donc pareil, publié récemment, hein, c'est la biblio la plus récente possible. Février 2022, l'Alliance mondiale rhumatologie pour le Covid. Donc, c'est une étude multinationale. Et ils vont retrouver dans le lupus érythématodisséminé, on sait que le lupus, le plaquenil, c'est le traitement de base du lupus, hein, les antimalariques. Et alors, quand il y a les antimalariques, ils ont pris ça comme référence, s'il n'y a pas de traitement, pas d'antimalarique, le risque de Covid sévère est multiplié par 1,8 et c'est très significatif. Et encore une fois, ce n'est pas mentionné, même pas dans l'abstract de l'article. Alors que c'est quand même la chloroquine et c'est quand même une drogue candidate. Si on transforme ça en risque protecteur, 0,55, ça veut dire que ça divise par 2 le risque de Covid sévère chez les patients qui ont un lupus et qui sont traités. Chez les mêmes patients, le fait d'avoir des corticoïdes augmentait le risque de Covid sévère, même dès qu'on était à la dose à 1 à 5 mg par jour, ce qui sont des doses faibles, hein, mais dès 5 mg par jour, ça multipliait par 2 le risque de Covid sévère. 2022, toujours, ici on est en Espagne. En Espagne, il y a vraiment eu des très très belles études, même avec des réseaux nationaux, des registres nationaux relativement bien organisés. Donc là, c'est 14 000 patients, c'est publié encore en 2022. Et ils avaient regardé, focalisé sur les corticoïdes en mégadose ou des corticoïdes à dose normale. Ils trouvent dans les 2 cas de figure une surmortalité cohérente avec un petit peu ce qui a été présenté par Philippe. Alors évidemment, on peut dire qu'il y a un biais d'indication parce que souvent on met les corticoïdes quand le patient est plus grave, mais ça reste à démontrer. En tout cas, sur les statistiques, encore une fois, on a associé les corticoïdes à plus de mortalité. Jusqu'à preuve du contraire, évidemment, il faudra contrôler par l'indication. Mais dans la même étude, on retrouvait l'hydroxychloroquine, le tocilizumab et le baricitinib qui étaient associés à un effet protecteur significatif. La chloroquine divisait le risque de mortalité par 2 sur 14 000 patients. Ça, c'est Bulgarie. Ils ont très peu publié, la Bulgarie. C'est le premier article que j'ai vu.
publié en Bulgarie. Traitement, donc exactement comme on fait ici. C'est publié en mars 2022 dans un journal qu'on ne connaissait pas. 260 patients. Et quand ils ont apparié sur le score de propension, qui est une méthode encore une fois multivariée, ils avaient encore eu un risque divisé par 3 pour la mortalité. Alors bien sûr, ici j'ai présenté que les études favorables. On est d'accord, on va voir qu'il n'y a pas que les études favorables qui ont été publiées, mais ça veut dire que toujours en 2022, il y a des études qui ont publiées par des équipes qui n'ont aucun conflit d'intérêt avec nous et qui publient des résultats favorables pour le traitement par la chloroquine. Au Pérou, il y a un médecin Acinelli qui était venu parler à IHU, donc qu'on a connu, qui avait particulièrement mis en évidence le fait que la précocité du traitement a amené un bénéfice important, avec 0 mort quand c'était dans les 72 premières heures. Donc tout ça nous a fait reprendre toute la littérature et on a refait le travail qu'on avait fait l'année dernière, c'est-à-dire essayer de voir quels étaient les facteurs des différentes études associés à un effet favorable, c'est-à-dire que le ratio le plus ajusté donné par les auteurs était inférieur à 1 sur la mortalité, ou alors s'il n'y avait pas 1 ou plus, on a considéré que l'étude n'était pas favorable. Il y a 106 études qui ont été incluses, mortalité, donc on a doublé le nombre d'articles qu'on a pu inclure, et avec Sébastien Cortaredona, on a refait cette analyse en correspondance multiple. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce qui est rouge, c'est plutôt pas favorable, et on voit encore une fois que le big data, le conflit d'intérêt potentiel et certains pays sortent avec une absence d'effet favorable pour la chloroquine dans la mortalité Covid. C'est ce qu'on avait déjà trouvé la première fois. Alors, on a regardé chacun des critères, encore une fois la même chose que la première fois, pour voir si ça confirmait. Qu'est-ce qui sort le plus significatif? C'est le conflit d'intérêt potentiel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va voir les conflits d'intérêt, quand il y a une demi-page à une page de conflits d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, c'est ce qui sort le plus significatif. Avant certains pays, le big data, Espagne et Italie, 100% des études qu'on a retrouvées en Espagne et en Italie concluaient un effet favorable, et c'était très significatif. On sait qu'en Italie, ils ont autorisé la chloroquine et que depuis le début, ils ont traité avec très rapidement, ils ont autorisé la chloroquine qui a été largement utilisée. Les doses qui sont qu'on peut considérer comme un surdosage, c'est-à-dire à partir de 1 gramme par jour, on a trouvé donc aussi un effet relativement significatif. Le fait d'avoir une PCR systématique et après, les autres critères étaient moins significatifs. Donc on a essayé, ça c'est uniquement qualitatif, c'est-à-dire favorable, défavorable, et on regarde qu'est-ce qui est le plus prédictif, parce que quand la direction de l'effet est tellement hétérogène pour-contre, ça ne sert à rien parfois d'aller voir la taille de l'effet si on ne peut pas expliquer pourquoi c'est différent. Donc une fois qu'on a vu ça, on s'est intéressé au premier prédicteur. Le premier prédicteur, c'était quand même le conflit d'intérêt potentiel. Et on a refait donc sur les nouvelles études, ça c'est uniquement les nouvelles études qu'on a inclus en 2022 et fin 2021, même si c'est encore en cours. Le fait d'avoir exclu les études avec un conflit d'intérêt potentiel, ça donnait un effet résumé, comme on appelle ça, de 0,70, c'est-à-dire que ça diminue le risque de décès par 30%, tout compris, donc hospitalisation ou précoce, alors qu'on sait que précoce, il y a probablement plus d'effets, et c'était significatif. On a regardé certains pays, on voit qu'en enlevant certains pays, on a un effet aussi très significatif. Donc quand on a tous les autres pays sauf les USA, on a un effet résumé à 0,72 qui est significatif, donc diminution de 30% du risque de décès. Et enfin en France, quand on a regardé, il y avait 10 études sur 12 qui donnaient, sur les chiffres, je ne parle pas des conclusions des auteurs, c'est sur les chiffres, un effet favorable, alors que ce n'est pas vraiment ce dont on avait l'impression, d'où l'importance de jamais s'arrêter aux conclusions qu'on lit dans l'abstract et d'aller voir les chiffres. Donc j'ai juste donné quelques exemples. Un chiffre qui a été publié par des néphrologues français avec multicentrique, etc. Donc aucun bénéfice. Et puis quand on regarde, on voit que 0,57, ça veut dire qu'il y a quand même 40% de morts en moins. Alors bien entendu, c'est peut-être pas significatif, mais à partir de 40% de morts en moins, on peut quand même se poser la question, et en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, il y a un effet favorable décrit par cette étude, même si ce n'est pas significatif. Il y avait cet article qui a été publié par l'équipe de Olivier Pacou, qu'on avait déjà commenté, et dans les supplementary data, dans les données supplémentaires, on voyait qu'il y avait un effectif très faible, comme on a parlé tout à l'heure, 46 patients, 43 patients, donc c'est extrêmement faible.
3 morts, 6 morts, et puis il y avait des ratios qui étaient présentés en fonction de si on prenait le début de l'hospitalisation à la date du traitement, on retrouvait une diminution du risque de décès encore une fois par 2. Donc conclure à partir de ça qu'il n'y a pas d'effet, c'est comme disait Philippe tout à l'heure, on ne peut pas conclure, on peut simplement dire il y a moins de décès d'un côté, mais c'est signifiant, même si c'est pas significatif, et en tout cas la puissance de cette étude est complètement insuffisante pour conclure. On avait d'ailleurs publié cette lettre. Plus récemment, il y a un essai randomisé qui a été publié en début 2022, double aveugle, randomisé contre placebo. Donc de même, on recommence, on va relire, on va essayer de comprendre, et on retombe sur la même chose. À la fin, il n'y a que 3 morts dans cet essai, un d'un côté, 2 de l'autre. Donc il est absolument impossible de conclure quoi que ce soit. En plus, les 2 morts sont du bon côté, ça nous arrange, mais ça aurait pu être l'inverse. De toute façon, on n'aurait pas pu conclure avec cet essai-là, et il conclut qu'il n'y a pas d'efficacité du traitement. S'il existait un traitement efficace qui divisait par 2 le nombre de décès, on donnerait exactement ces résultats. Et 50%, c'est énorme pour un traitement en maladie infectieuse. Je vais finir donc encore une fois sur l'essai dont on a parlé tout à l'heure. Un des plus bels essais à ma connaissance, c'est l'essai e-Covid qui a été fait en France, très bien fait, avec la PCR, double aveugle, correct, et qui finit par, comme on l'a dit tout à l'heure, 11 morts d'un côté, 6 morts de l'autre. Ici, il y avait notamment une embolie pulmonaire, qui est une complication classique du Covid, 0,54, donc 46% de mortalité en moins, et on conclut, il n'y a pas de différence. Donc, voilà quelques éléments d'explication de la controverse scientifique. Je vous remercie.